Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire donc consacré à la fiscalité 2022. Bonjour Catherine. Bonjour David, bonjour à tous. Bonjour. Donc nous allons nous présenter. Donc j'ai le plaisir de présenter ce webinaire donc avec Catherine Régnier, donc qui est responsable du support commercial et des projets au sein de la direction commerciale ALD Automotive. Et puis moi-même, donc je suis en charge de la cellule ALD Business Intelligence, donc la cellule de consulting d'ALD France. Une précision, peut-être avant de démarrer, le temps peut-être que les dernières personnes, se connectent. Je vois qu'il y a pas mal de monde là déjà connecté, puis quelques-uns sont encore en train de se connecter, semble-t-il. Concernant les questions en fait que vous pourriez avoir, sur ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est de passer par le bouton questions-réponses de Teams. Et puis on gardera un temps avec Catherine pour, traiter, vos questions à l'issue de la présentation, en fait. Alors ce qu'on a prévu, en termes d'ordre du jour, c'est d'aborder d'abord le sujet de la fiscalité automobile, hein. C'est d'ailleurs ce qui constituera donc, la partie la plus importante, hein, de notre intervention ce matin en, finalement en rebalayant un petit peu tous les items, de tous les classiques, on va dire, de la fiscalité automobile et puis voir aussi, bah, ce qui a changé ou pas, par rapport à l'année, 2021. Et puis dans un deuxième temps, on vous propose de faire un focus sur, la question, du véhicule électrique et de sa recharge et puis également de, la fiscalité, concernant, on va dire, les nouvelles mobilités, que ça soit, au travers du vélo, du forfait mobilité durable ou même du crédit mobilité, en fait. Et puis donc, une petite synthèse et bien sûr une séance pour, répondre, à vos questions, à l'issue. Alors ce qu'on vous propose donc démarrer sur cette première partie donc, fiscalité automobile et puis je vais donner donc la parole à Catherine qui va nous parler du bonus écologique. Merci David. Donc, la première chose à retenir sur le bonus 2022, c'est que le barème en vigueur depuis juillet 2021 est prolongé jusqu'au 30 juin. Ça, c'était la bonne nouvelle. Pour rappel, au 1er juillet de l'année dernière, le bonus a baissé de 1 000 € sur les véhicules de tourisme par rapport au premier semestre 2021, puisqu'on est passé de 5 à 4 000 € pour les VP de moins de 45 000 € à 2 000 € pour les VP entre 45 et 60 000 € et au-delà de 60 000 €, seuls les véhicules hydrogène conservent l'avantage du bonus puisque les véhicules électriques, eux, n'ont plus droit au bonus au-delà de 60 000 €. Concernant les véhicules utilitaires, eux, ont au contraire bénéficié d'une augmentation du bonus puisqu'il était de 3 000 € au premier semestre 2021 et il a été, revu à 5 000 €, quel que soit le prix d'achat du véhicule. Pour le deuxième semestre, donc, on baisse, à nouveau de 2 000 € puisque de 4 000 on passe à 3 000 pour les véhicules, de tourisme de, moins de 45 000 € et on descend à 1 000 entre 45 et 60 000 € de prix d'achat. Au-delà de 60 000, comme pour le premier semestre, seuls les véhicules, fonctionnant à l'hydrogène, conservent, un avantage de bonus toujours à 1 000 € et les véhicules utilitaires, eux, eh bien, gardent un bonus de 5 000 € sans prix d'achat, sans baisse de tarifs, donc ils restent avantagés, par rapport, aux véhicules de tourisme, électriques ou même à hydrogène. Heu le cas des véhicules, hybrides rechargeables, lui est un petit peu différent. Donc normalement, ils auraient dû perdre le bonus au 1er janvier, mais avec, le prolongement des conditions offertes, sur le premier semestre 2022, eh bien, ils gardent un bonus encore de 1 000 €, jusqu'au 30 juin, sachant qu'il y a 3 critères impératifs à respecter qui sont donc un taux d'émission de CO2 compris entre 21 et 50 grammes
un prix d'achat net remisé inférieur à 50 000 € TTC et une autonomie en circulation urbaine en tout électrique supérieure à 50 km, strictement supérieure à 50 km. Et les 3 critères doivent être réunis pour que le véhicule soit éligible au bonus. Donc ça, ça demeure, c'était des critères qui étaient déjà prééminents en 2020, qui ont été conservés en 2021 et qui sont maintenus donc sur le premier semestre. En revanche, à compter du 1er juillet, le bonus disparaît totalement sur les véhicules hybrides rechargeables. Merci Catherine pour ces informations concernant donc le bonus écologique à la fois pour les véhicules électriques et puis les hybrides rechargeables qui, comme on le voit effectivement, bénéficient encore d'un bonus pour, on va dire pour 6 mois, enfin 5 mois maintenant et n'auront plus de bonus à compter du 1er juillet. Ensuite, après le bonus, donc deuxième item, hein, de cette fiscalité 2022, c'est bien sûr le malus écologique. Alors on va et ça c'est pas une surprise parce que finalement on connaissait déjà les barèmes, hein, ils avaient été publiés, début 2021, y compris pour les années, 2022 et 2023. Donc on voit là que le processus, on va dire, de durcissement du malus, écologique, se poursuit avec, 2 points à retenir. Le premier, c'est que le malus donc, démarre plus tôt, 5 grammes plus tôt on va dire qu'en 2021. Et en 2021, le malus commençait à s'appliquer à partir de véhicules émettant 133 grammes de CO2 au kilomètre. Et en 2022, ça va démarrer dès 128 grammes. On sait d'ailleurs que 2023, ça sera à partir de 123 grammes. Donc on avancera à nouveau de 5 grammes le seuil de démarrage du malus. Le deuxième point aussi, c'est qu'en termes de progressivité, donc le malus, on voit les courbes ici en bleu ici pour le malus 2022, donc il démarre plus tôt et qui plus est, donc augmente plus vite et avec là aussi un plafond plus élevé. Le plafond du malus, alors c'est un plafond qu'il faut maintenant considérer, on va le voir avec plafond cumulé malus classique CO2 plus malus au poids, parce qu'on va y venir juste après. Donc avec un maximum de 40 000 €, donc ce qui est considérable, là où le plafond était de 30 000 € donc en 2021 en fait. Donc on voit vraiment ce processus de durcissement du malus écologique qui continue à avancer, à se mettre en place. Une précision également concernant donc ce malus CO2, il ne peut malgré tout, hein, excéder donc 50 % du prix du véhicule remisé. Alors, j'en ai déjà dit un mot, donc on a une nouveauté cette année, hein, qui est entrée en vigueur donc au 1er janvier, c'est le malus au poids. Donc pour revenir un petit peu sur la genèse du malus au poids, en fait, c'est une disposition qui est à l'origine issue des débats qui avaient été menés par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait donc introduit ce nouveau concept de malus au poids. L'idée étant de finalement d'impacter les véhicules les plus lourds, parce que finalement, d'un point de vue écologique, les véhicules les plus lourds, ce sont ceux qui nécessitent à la fois plus de matériaux pour être construits et également ceux qui consomment plus, donc là aussi en termes écologiques, plus d'émissions de CO2, hein. On voit d'ailleurs l'évolution de la masse moyenne, hein, ça c'est l'objet du graphe que vous avez pardon, sur la partie gauche. Vous avez là, on va dire depuis une trentaine d'années, l'évolution du poids moyen des véhicules, qu'il s'agisse des véhicules, et là en l'occurrence on représentait les véhicules diesel et puis les véhicules essence. On voit que, voilà, que la masse moyenne a fortement augmenté, hein. Bon, il faut dire que les véhicules sont de plus en plus équipés, sécurisés, etc. Mais il n'en reste que le poids effectivement a très fortement augmenté depuis, on va dire depuis 30 ans en fait, hein. Le poids d'ailleurs est aussi le gabarit des véhicules. Alors au final, la Convention citoyenne au départ avait souhaité donc la mise en place d'un malus à partir de 1 400 kilogrammes, hein, pour les véhicules qui finalement pesaient plus de 1 400 kilogrammes. Au final, la loi de finances 2021, donc pour application donc cette année en 2022, avait retenu donc le seuil de 1 800 kilogrammes.
Et quand on dit 1800 kg, en fait, il faut comprendre le poids en ordre de marche du véhicule. Et la notion de poids en ordre de marche du véhicule, vous pouvez la reconstituer en partant du poids à vide du véhicule tel qu'il figure sur la carte grise du véhicule, en rubrique G1. Alors ça, c'est ce qui est précisé ici en bas dans la petite mention. Hein, donc vous prenez le poids à vide du véhicule tel qu'il figure sur la catégorie, sur le champ G1, et vous ajoutez 75 kg qui est censé être le poids moyen d'un conducteur. Et donc vous obtenez donc le poids en ordre de marche du véhicule, et à partir de là, tout ce qui va être au-delà de 1800 kg fera l'objet donc de ce malus au poids à hauteur donc de 10 € par kilo supplémentaire. En sachant qu'au global, hein, le malus classique plus le malus au poids ne pourra excéder en 2022 pardon, 40 000 € et puis 50 000 € donc en 2023. Donc c'est une mesure qui est quand même très impactante pour les véhicules, je précise, thermiques, parce qu'en fait les véhicules électriques d'une part, et puis également les hybrides rechargeables, en tout cas dès lors qu'ils ont une autonomie en ville d'au moins 50 km, bénéficient donc, ne sont pas concernés en fait, sont exemptés de ce malus au poids. Donc finalement, ça va concerner essentiellement les grands SUV, les grandes berlines, voire monospace, grands gabarits, donc dont le poids en ordre de marche va excéder donc 1800 kg. J'ai en tête, alors attention quand même sur les hybrides rechargeables, j'ai en tête un exemple, par exemple, juste pour illustrer quand même, il faut être vigilant sur les conditions, et notamment sur les 50 km en ville. Si vous prenez par exemple un véhicule comme le Ford Explorer, qui est un véhicule qui est très lourd, qui pèse 2 tonnes 5, je crois, dans sa version hybride rechargeable, finalement son autonomie en ville est en deçà des fameux 50 km, ce qui fait que du coup, pour le coup, il est, bien qu'hybride rechargeable, il est concerné par le malus au poids. Et en l'occurrence, je crois que le malus au poids représente quelque chose comme 7 000 €. Donc ce qui est pas du tout, neutre en fait. Donc voilà, cette première nouveauté, on va dire, grosse nouveauté de cette année 2022, donc l'entrée en vigueur du malus au poids, donc qui avait été déjà annoncé il y a 1 an de ça en arrière, en fait. Catherine, je vais te redonner la parole pour aussi enfin l'aspect TVS, enfin ex-TVS, parce que là aussi il y a un peu de nouveauté. En effet, merci David. Qu'il y a une nouveauté dans le sens où ce qu'on appelait avant la taxe sur les véhicules de société, maintenant s'appelle les nouvelles taxes à l'utilisation. Donc, qu'on a dont on a créé un abrégé NTU, sans vraiment savoir si c'est celui qui sera retenu, mais en tout cas, ça correspond en acronyme aux nouvelles taxes à l'utilisation. En fait, c'est essentiellement un changement de nom parce qu'on va le regarder après. La composition n'a pas évolué entre la taxe sur les véhicules de société et les nouvelles taxes à l'utilisation. Le véritable changement va être le mode de calcul de la taxe due sur une année fiscale, une période de référence fiscale, à savoir l'année civile, puisque précédemment, la TVS était liquidée selon un nombre de trimestres d'utilisation qui correspondait à un nombre de jours ensuite derrière. Désormais, on va calculer selon le nombre de jours réels d'utilisation, proratisé en fonction d'une année complète ou pas. Et donc, ce sera quelque chose qui sera sans doute beaucoup plus équitable, beaucoup plus pratique quand vous aurez des véhicules qui viennent en renouvellement, puisque le jour où vous arrêtez un véhicule, on repart sur l'autre sans se dire sans calculer combien de trimestres ça représente pour chacun d'entre eux. Donc, ce sera sans doute plus simple. Vous aurez un montant de taxe annuel qu'il faudra ensuite diviser par le nombre de jours calendaires pour avoir le prix à la journée et multiplier par le nombre de jours réels d'utilisation sur la période, sachant que la taxe est due, enfin les nouvelles taxes à l'utilisation sont dues, comme c'était le cas pour la TVS, uniquement après 30 jours minimum de location consécutive sur la période de référence fiscale.
Alors, ces nouvelles taxes à l'utilisation, de quoi se composent-elles? Eh bien, d'une taxe annuelle sur les émissions de CO2 qui remplace l'ancienne taxe CO2 qu'on appelait également part variable, qui était une des composantes de la TVS. On conserve les mêmes barèmes. Donc, pour les véhicules en NEDC, on a un principe de tranche où vous avez face à des tranches de CO2 un montant à appliquer pour chaque gramme. Donc, ensuite, il vous suffit de multiplier ce montant-là par le taux de CO2 du véhicule pour obtenir cette part variable. Pour les véhicules qui ont été immatriculés à partir du 1er mars 2020, là, on a un barème qui est beaucoup plus précis puisqu'il s'applique gramme par gramme. Ce barème est globalement moins élevé déjà depuis l'année dernière sur les véhicules les moins polluants, jusqu'à 157 grammes inclus. On considère que le barème WLTP est plus intéressant que le barème NEDC. Ça, c'est inchangé depuis l'année dernière. La deuxième composante qui existait dans la TVS, c'était ce qu'on appelait la taxe R, qui était une part dite fixe, qui correspondait à un code énergie et à une année de mise en circulation. Eh bien, cette taxe R est renommée taxe annuelle sur les polluants atmosphériques, mais le barème que vous voyez sur votre écran est exactement le même que précédemment. Donc, pour tout véhicule immatriculé en 2022, s'il s'agit d'un véhicule essence et assimilé, il sera de 20 € pour l'année et de 40 € pour les véhicules diesel et assimilés. Alors, à noter qu'on bénéficie toujours d'exonération. La presse s'est longtemps fait l'écho cette année du fait qu'il n'y avait plus d'exonération si le taux de CO2 du véhicule était supérieur à 60 grammes. Et en fait, à la relecture des textes, on s'est rendu compte que si, cette exonération pouvait encore être maintenue sur 2022. Donc, il y a deux catégories d'exonération. Il y a d'abord une exonération complète, totalement définitive sur les deux taxes, aussi bien la taxe annuelle sur les émissions de CO2 que la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques. Elle ne concerne que les véhicules émettant moins de 20 grammes de CO2, donc en gros les véhicules électriques et les véhicules hydrogène. Au-delà de 20 grammes, donc à partir de 21 grammes, on a deux cas différents. On a la norme NEDC et la norme WLTP. Donc, on peut avoir une exonération définitive uniquement sur la partie taxe annuelle sur les émissions de CO2, celle qui est variable. Donc, pour les véhicules NEDC, jusqu'à 50 grammes de CO2. Pour les véhicules WLTP, jusqu'à 60 grammes de CO2. Et on peut avoir, dans le même cadre, une exonération temporaire cette fois, pendant 3 ans. Si pour un véhicule NEDC, le taux d'émission de CO2 est compris entre 51 et 100 grammes, et pour un véhicule norme WLTP, compris entre 61 et 120 grammes, même exonération temporaire pendant 3 ans. Sachant que dans tous ces cas d'exonération, en dehors des véhicules émettant moins de 20 grammes, la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques reste due. Mais vous voyez que pendant les 3 premières années, sur un véhicule essence qui émet, par exemple, 110 grammes de CO2 en norme WLTP, vous n'aurez à acquitter que 20 € de taxes sur les polluants atmosphériques par année. Donc, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que sur les véhicules diesel qui, eux, ne bénéficient d'aucune exonération puisqu'ils sont au-delà de 120 grammes. Merci Catherine pour ces précisions sur ces fameuses nouvelles taxes à l'utilisation, hein, donc nouvelle appellation, on va dire, de l'ex-TVS. Autre sujet maintenant, le sujet, alors pour lequel il n'y a pas eu de changement en l'occurrence, hein, la question des amortissements non déductibles. Donc vous avez ici les différents barèmes applicables et on voit que finalement entre le barème 2022 est exactement le même, hein, reste inchangé par rapport à celui de 2021. Ce qu'on peut simplement souligner ou rappeler, c'est que, on a ici, et c'est l'objet des 2 premières lignes, on a donc en tout cas au moins de la première ligne,
on a des plafonds qui sont plus élevés concernant donc les véhicules 100 électriques. On y reviendra tout à l'heure. Donc ces véhicules 100 électriques bénéficient en fait d'un plafond de 30 000 € concernant donc les amortissements non déductibles. Et qui plus est, vous pouvez aussi, et c'est ce qui est précisé donc en bas dans l'encadré en bas du slide, vous pouvez également sur ces véhicules 100 électriques, mais également sur les hybrides, défalquer le prix de la batterie du prix d'achat du véhicule lorsque celui-ci a été communiqué par le constructeur en fait. Donc ça représente un avantage très important en faveur des véhicules électriques. Donc à la fois le fait de bénéficier d'un plafond plus élevé comparativement à des véhicules thermiques, et puis deuxième chose, le fait de pouvoir aussi retirer finalement du prix d'achat du véhicule le prix de la batterie, en tout cas lorsque celui-ci est connu et qu'il a été communiqué par le constructeur en fait. Donc sinon pour le reste, pas de changement concernant ce volet sur les amortissements non déductibles. Catherine, concernant la récupération de TVA sur l'énergie? Oui, alors, on atteint cette année, le dernier palier pour, permettre aux véhicules essence de bénéficier des mêmes exonérations que les véhicules diesel. Ces paliers ont été progressifs depuis 2017 et désormais pour les véhicules de tourisme, on peut récupérer 80 de la TVA sur le carburant essence ou gazole et 100 sur les véhicules utilitaires ou de société, que ce soit essence ou gazole. Voilà, donc ça y est, on est à égalité parfaite. Restent, des exceptions, c'est-à-dire que les véhicules qui, fonctionnent au gaz, au GPL ou au GNV, ainsi que les véhicules électriques peuvent récupérer 100 de la TVA applicable. Pour, les avantages en nature, alors on n'a pas de changement encore cette année. Le barème que vous voyez ici s'afficher, c'est un barème qui est publié par l'Urssaf, qui permet le calcul des avantages en nature sur les véhicules depuis déjà, de nombreuses années. Donc en gros, on a 2 méthodes de calcul applicables, soit aux frais réels. Et à ce moment-là, si vous optez pour les frais réels, vous allez être obligé de conserver tous les justificatifs hein, de toute l'année, notamment sur les consommations de carburant. Sinon, vous avez un principe de forfait, donc c'est celui sur lequel ALD peut vous informer, soit déjà en amont sur votre devis de location, soit à votre demande sur des états qu'on peut vous fournir chaque mois, donc qui vont vous permettre de retrouver les forfaits avec et sans prise en charge du carburant personnel. Donc, sans prise en charge du carburant personnel, on est à 30 du coût global annuel de la location, plafonné par la base qu'on appelle base achat, qui, elle, correspond à 9 du prix d'achat TTC et diminue à 6 au-delà de 5 ans. Et puis, vous avez la possibilité pour les entreprises qui optent pour la prise en charge du carburant des déplacements privés de ses collaborateurs, de reprendre donc un coût de 40 du coût global annuel ou un forfait avec des frais réels de carburant consommé à titre personnel. Et là, encore une fois, à vous de conserver tous les justificatifs de vos collaborateurs. Ce forfait de 40 qu'on peut vous communiquer est plafonné, encore une fois, à la base achat qui, elle, plafonne à 12 du prix d'achat ou 9 au-delà de 5 ans. Un petit avantage, quand je dis petit, c'est un euphémisme, avantage conséquent quand même en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et qui reste valable jusqu'au 31 décembre de cette année. On bénéficie d'un abattement de 50 sur le montant des avantages en nature pour tous les véhicules électriques, plafonné à 1 800 € par an, ce qui fait 150 € par mois. Et les frais d'électricité réglés par l'employeur n'entrent pas en compte dans le calcul des avantages en nature, y compris pour les déplacements personnels des collaborateurs. Donc, c'est quand même un avantage assez conséquent. David y reviendra un petit peu après, puisque ça impacte considérablement le montant des avantages en nature, aussi bien côté salarié que côté employeur, bien sûr. Pour l'instant, cette mesure est valable jusqu'à la fin de l'année.
On ne sait pas encore ce qu'il en sera pour l'année 2023. Merci Catherine pour ces précisions donc, concernant les avantages en nature. Donc on a vu finalement les principaux items de cette fiscalité 2022, le bonus donc qui évolue un peu à la baisse à partir du 1er juillet, le malus qui donc on voit que finalement le processus de durcissement de ce malus se poursuit avec l'ajout en plus cette année donc du malus au poids pour les véhicules ayant donc un poids total en marche supérieur à 1800 kg. Les nouvelles taxes à l'utilisation, donc on va dire nouvelle appellation concernant la TVS, les barèmes restant à changer. Par contre, le système de calcul différent par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Les amortissements non déductibles, donc pas de changement en termes de barème, mais un avantage important concernant donc les véhicules 100% électriques. Et puis donc là aussi, on l'a vu sur les avantages en nature. Donc un avantage aux véhicules électriques, au moins jusque fin d'année sur cette question-là. En fait. Donc on vous propose sur cette deuxième partie justement de faire le focus de manière un peu plus précise sur la question de la fiscalité du véhicule électrique et des nouvelles mobilités. Donc on l'a dit en fait sur le véhicule électrique, il y a finalement pas mal d'avantages qui viennent se cumuler. Alors ces avantages-là, tels qu'ils sont présentés ici à l'écran, vont concerner ici les véhicules particuliers. Je dirais que sur les véhicules utilitaires, le levier fiscal est moins important, hein, parce qu'on n'a pas évidemment ni de TVS, ni d'amortissement à réintégrer, ni même de notion d'avantage en nature hein, sur la partie véhicule utilitaire. Donc sur les utilitaires, on a vraiment essentiellement la question du bonus écologique donc, qui va être à prendre en compte. Mais sur les véhicules particuliers, on voit qu'on a toute une série d'avantages qui viennent se cumuler. Le premier, c'est évidemment le bonus écologique. Donc on a vu que la tendance était quand même à terme à ce que le bonus diminue. Malgré tout, ça reste un élément aujourd'hui très, très important à prendre en compte. Deuxième élément, l'exonération des nouvelles taxes à l'utilisation, on va dire anciennement donc TVS, donc là aussi qui vont concerner les véhicules 100% électriques et puis aussi dans une certaine mesure les véhicules hybrides rechargeables. Mais là, le slide, on fait surtout le focus sur les véhicules 100% électriques. Hein. Le troisième élément, comme on l'a indiqué, c'est le fait pour un véhicule 100% électrique de pouvoir bénéficier de plafonds plus élevés concernant les amortissements non déductibles et puis aussi le fait de pouvoir déduire le coût de la batterie du prix d'achat du véhicule. Donc ça, c'est un élément très très fort concernant donc les véhicules particuliers qui a vraiment un impact important sur la fiscalité hein, du véhicule électrique. Donc vraiment à ne pas oublier, on pense souvent effectivement au bonus, à l'exonération de TVS, mais il y a vraiment ce volet amortissement non déductible qui est extrêmement important. On a encore, comme l'a précisé Catherine également, au moins jusqu'à fin d'année. Après, bon, on ne sait pas trop ce qu'il en sera, mais en tout cas, jusqu'à fin d'année, on bénéficie effectivement d'un abattement pour les véhicules 100% électriques, un abattement de 50% concernant donc les avantages en nature. Là aussi, c'est avantageux à la fois pour le collaborateur, mais également pour l'entreprise, parce que qui dit moins d'avantages en nature, dit moins de charges sociales aussi à supporter sur ce volet-là, en fait. Et puis on pourrait ajouter aussi depuis un an, hein, depuis là ça concerne les véhicules électriques mis en circulation depuis le 1er janvier 2021. Donc c'est l'exonération de la taxe spéciale sur les assurances. Donc là aussi qui est un avantage encore supplémentaire en faveur du véhicule électrique. Alors on a mis, pour illustrer un petit peu le raisonnement en fait qu'il faut avoir quand on veut vraiment bien appréhender l'intérêt économique du véhicule électrique, c'est vraiment d'avoir une approche en termes de TCO. Et pour illustrer donc ce point, donc ce petit graphe où vous avez, je vais le commenter, 3 véhicules qui sont ici comparés. Le véhicule en gris Peugeot 3008 diesel, en bleu donc la version 3008 toujours essence, et puis ici comparé à un véhicule Volkswagen ID4 parce qu'on n'avait pas l'équivalent en 100% électrique dans la gamme Peugeot. Donc on a mis en face donc le Volkswagen ID4 avec la grande batterie de 70
77 kWh. Et là, dans l'exemple, on est sur un contrat de 30 000 km par an, en l'occurrence un contrat de 36 mois et 90 000 km. Le premier point, c'est que incontestablement, on a évidemment affaire à des véhicules en vert, donc les véhicules 100% électriques, hein, la Volkswagen. On a affaire à des véhicules plus coûteux à la base, donc un prix catalogue bien plus élevé que les équivalents, effectivement, 3008 diesel et essence ici chez Peugeot. Un prix plus élevé. Donc des loyers forcément plus élevés également. On voit ici évidemment que sur cette première colonne, donc entre guillemets, il n'y a pas photo, le véhicule électrique ressort avec des loyers bien plus élevés que ses équivalents, on va dire, essence et puis diesel. Mais bon, ça c'est un premier constat. Le deuxième point va concerner donc le poste énergie. Donc on a inclus le coût de l'essence, le coût du diesel et puis le coût également de l'électricité. L'électricité, on est parti sur une hypothèse de 80% de recharge, soit en entreprise, soit au domicile, avec un coût au kilowattheure assez faible, et puis 20% de recharge sur les bornes publiques, là pour le coup avec un coût plus élevé en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le véhicule électrique, là, va rattraper déjà une partie de, entre guillemets, de son retard parce que on va avoir un coût de l'énergie qui va être bien mieux placé que en essence ou bien en diesel, hein. Donc là, on voit que c'est bien inférieur sur la colonne en vert, qui représente encore une fois le véhicule électrique. Mais finalement, l'énergie, c'est une chose, mais vraiment encore ce qui fait énormément la différence, c'est finalement la partie fiscalité, hein. Et ça, on estime que tous ces dispositifs fiscaux, même s'ils tendent dans le temps à diminuer, ils risquent d'être encore nécessaires pendant quelques années, probablement jusqu'en 2025, au sens où, sans ces dispositifs fiscaux, le véhicule électrique ressort quand même plus cher. Et qu'à partir de 2025, on estime qu'on va atteindre une parité entre les coûts de production des véhicules électriques et puis les coûts de production des véhicules thermiques, mais probablement pas avant 2025 finalement. Donc en attendant, effectivement, le dispositif fiscal reste nécessaire. Et on voit ici qu'il finalement il a un impact très important, parce que finalement quand on va prendre en compte, réintégrer donc le bonus écologique, quand on va prendre en compte le fait de bénéficier d'une exonération sur l'ex-TVS, on va appeler ça comme ça, les nouvelles taxes à l'utilisation, le fait de pouvoir aussi d'avoir moins d'impôts sur les sociétés à supporter sur la partie réintégration, au travers d'un plafond plus élevé sur les amortissements non déductibles, le fait aussi d'avoir moins de charges sur la partie avantage à nature, tout ça fait qu'on a vraiment on fait le grand écart, on va dire, au niveau fiscal quand on a tout réintégré. Et à l'arrivée, on a finalement, alors que ça n'était pas évident au départ, on a finalement un TCO du véhicule 100% électrique qui est finalement mieux placé que ses équivalents essence et même diesel en fait, hein. Donc, et cet écart-là, bon, il est en faveur du véhicule électrique et il laisse la possibilité éventuellement d'intégrer aussi dans le TCO, ce qui n'a pas été fait là pour être transparent dans cette étude-là, réintégrer aussi quand même le coût de la borne de recharge. Mais là, ça va varier, disons, selon qu'on est sur une borne en entreprise ou éventuellement installée au domicile du collaborateur. Dans le premier cas, borne d'entreprise, on peut la mutualiser sur plusieurs véhicules. Une seule borne peut servir à plusieurs véhicules, alors qu'au domicile, généralement, elle ne va servir qu'à un seul véhicule, en fait, hein. Donc juste une précision également, ici, la partie loyer comprend donc loyer et services, hein, donc y compris maintenance, assistance, véhicule en remplacement et pneumatique. Par contre, ici, dans l'exemple, hors assurance, en fait, hein. Et on est ici sur la fiscalité du premier semestre 2022, donc à réadapter évidemment pour le deuxième semestre, on aura une baisse quand même sur le bonus, mais les autres éléments ne bougeront pas en fait, hein. Concernant la recharge, donc ça c'est l'objet de l'encadré que vous avez ici en bas à droite. Lorsque l'entreprise finalement met à disposition donc un moyen pour le collaborateur de se recharger, le coût de l'énergie finalement, y compris si c'est pour être utilisé pour des besoins personnels, hein, de l'usage personnel, est considéré comme étant un avantage en nature, en fait évalué à 0.
Hein, donc, il n'y a pas finalement d'avantage en nature sur la partie énergie qui va être fournie aux collaborateurs, à l'inverse évidemment du carburant sur les véhicules thermiques. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans l'équation, on va dire. Donc vraiment, encore une fois, ce raisonnement sur le véhicule électrique, si on ne veut pas passer à côté de l'intérêt en termes de TCO, c'est vraiment de faire ces calculs jusqu'au bout et d'intégrer bien sûr la partie énergie, mais l'ensemble des éléments de fiscalité, parce que finalement ça joue énormément. Et on a aujourd'hui donc des véhicules électriques qui présentent un TCO qui est tout à fait intéressant. Autre item également, parce que ça fait partie aussi, je dirais dans les réflexions actuelles des entreprises, des solutions que de plus en plus d'entreprises commencent à mettre en place, c'est d'intégrer également le vélo dans la mobilité d'entreprise. En l'occurrence, là, en général, c'est plutôt du vélo assistance électrique et c'est vrai que le vélo assistance électrique, finalement, a un petit peu, redonné, des lettres de noblesse au vélo qui, avait eu un rôle de véhicule finalement, si on prend un petit peu, si on remonte quelques décennies en arrière, notamment dans les années, 50, le vélo était un moyen, au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail pour beaucoup de Français. Entre-temps, il avait perdu un petit peu ce statut, et avait été cantonné finalement au domaine des loisirs. Et puis on voit là vraiment, et ça s'est accéléré avec la crise, du Covid qu'on connaît là depuis maintenant, presque 2 ans. C'est, le vélo a vraiment, finalement retrouvé une place de véhicule, en tout cas en agglomération. Ça reste, c'est devenu aujourd'hui et vraiment, considéré par un certain nombre de collaborateurs comme pouvant être vraiment un véhicule en tant que tel, notamment avec, aussi les apports de l'électrique, hein, qui a permis d'augmenter le rayon d'action du vélo. Donc on voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises donc intégrer du vélo au sein de leur car policy ou mobility policy. Alors du point de vue fiscal, ce qu'il faut retenir, c'est que, même si bien sûr c'est pas les raisons en tant que telles qui doivent faire qu'une entreprise intègre du vélo dans sa politique de mobilité, mais il faut quand même prendre en compte ces avantages, fiscaux. Aujourd'hui, dès lors que l'entreprise met à disposition donc, des vélos, gracieusement, auprès de ses salariés, notamment pour effectuer le trajet domicile-travail, en fait, elle peut, bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 sur les frais, notamment les frais de location de ces vélos, si on est dans le cas d'une LLD, à condition que la durée de location soit d'au moins 36 mois, en fait. Donc possibilité effectivement de bénéficier de 25 de réduction d'impôt, sur, les vélos en location longue durée, dès lors qu'ils sont au moins donc, sur une durée de 36 mois, en fait. Et puis le 2e avantage, c'est que toujours dans les mêmes conditions, la mise à disposition d'un vélo à assistance électrique ou même d'un vélo classique, hein, pour un collaborateur, là encore gracieusement et dans la mesure où le vélo est utilisé pour les trajets domicile-travail donc, là aussi il va compter, ne sera pas retenu comme avantage en nature. Donc on a effectivement un double avantage. Vous avez ici un petit tableau qui vous illustre, par un exemple. Ici, on est sur un vélo connecté, donc déjà, haut de gamme, un vélo, de marque Cowboy, vélo connecté, où vous avez donc un loyer si l'entreprise prend en charge 100 donc du du loyer du coup, donc on est sur un loyer ici, assurance incluse et tout service inclus de 107 € par mois. Avec la réduction d'impôt, en réalité, le coût donc revient à l'entreprise donc à 80 € en fait. Et puis, la 2e colonne, c'est, la même chose, mais, dans l'hypothèse où, vous avez une participation de la part du collaborateur. Donc on est sur un schéma, par exemple, où l'entreprise prend en charge 70 et le collaborateur donc, 30 donc, le coût pour l'entreprise, sera donc de 56 € au final, en fait. Donc voilà, quelques avantages fiscaux à prendre également en considération, sur, l'aspect vélo en entreprise. Donc là aussi, le vélo, un des moyens finalement, à prendre en compte pour, je dirais dans le cadre d'une politique de transition énergétique, et de nouvelles politiques de mobilité, en fait.
Ensuite, on a également donc le crédit mobilité. Ça fait aussi partie des on va appeler ça des nouvelles mobilités, des nouvelles tendances que l'on constate. Pour rappel, le principe du crédit mobilité, alors là, c'est un dispositif qui s'adresse à des collaborateurs qui sont aujourd'hui éligibles aux véhicules de fonction, qui sont plutôt en général basés dans les grandes agglomérations, plutôt ayant des postes relativement sédentaires, donc effectuant assez peu de grands déplacements au final. Et voilà, beaucoup de collaborateurs, par exemple, qui finalement bénéficient d'un véhicule de fonction, mais n'en ont pas un usage très intensif au quotidien. Parfois même, on peut se rendre compte que le véhicule de fonction, parce que par exemple la personne n'a pas de parking à son domicile si elle habite en hypercentre, le véhicule de fonction parfois va entre guillemets rester stationné plusieurs jours de suite sur le parking de l'entreprise. Autre situation, ça peut être aussi le cas de collaborateurs dont le conjoint bénéficie également d'un véhicule de fonction, donc ça fait un peu doublon, etc. Donc là, le principe du crédit mobilité, c'est de proposer à ces mêmes collaborateurs, donc plutôt quand même profil urbain, on va dire, de switcher finalement d'un véhicule de fonction vers une notion de crédit mobilité. En fait, on va leur allouer un budget annuel qui va permettre d'assurer leur mobilité. Et avec ce budget, donc une solution pour utiliser ce budget, donc ALD en l'occurrence propose une solution qui s'appelle ALD Move, avec une carte et puis une application, une carte de mobilité et une application qui va permettre aux collaborateurs d'utiliser toutes les mobilités autorisées par l'entreprise, que ce soit les transports en commun, les VTC, les mobilités douces type Vélib, etc., les trains, les avions, les locations courte durée, etc. Donc voilà, le principe du crédit mobilité, donc soit à 100%, soit qui peut être combiné entre je prends une voiture plus petite et puis je prends en complément donc un crédit mobilité. Alors d'un point de vue fiscal, il faut distinguer les dépenses qui seront engagées pour les déplacements personnels qui seront soumis à avantage en nature et puis les déplacements professionnels qui ne seront pas soumis à avantage en nature, en fait. On a également dans les nouvelles mobilités donc un dispositif qui a été introduit par la loi d'orientation sur les mobilités, qui est le forfait mobilité durable. Donc là, à l'inverse du crédit mobilité, lui, il ne vise pas les personnes éligibles aux véhicules de fonction, mais l'ensemble des autres personnes au sein de l'entreprise. L'idée étant là de permettre aux entreprises qui le souhaitent de participer finalement aux frais de mobilité domicile-travail des collaborateurs, heu, en bénéficiant d'une exonération de charges et exonération d'impôts, à la condition que le collaborateur donc recourt à des mobilités douces. Ces mobilités, vous les avez exposées donc sur la partie droite de l'écran. Donc ça peut être tout ce qui est vélo et équipement qui lié à l'usage du vélo, le covoiturage, donc la prise en charge de frais de covoiturage aussi bien côté conducteur que côté passager. Le recours à des véhicules en autopartage à la condition qu'il s'agisse de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, un véhicule propre. Tout ce qui est également engin de déplacement personnel, ce qu'on appelle les EDP, hein, engins de déplacement personnel, donc c'est tout ce qui est trottinette, overboard, etc. Donc que ça soit en location, en libre service ou même maintenant depuis le 1er janvier donc en achat. Et puis également tout ce qui est ticket de transport en commun à l'unité en fait. L'idée là, pour l'entreprise, c'est de pouvoir proposer à des collaborateurs finalement, autre chose que simplement de venir en voiture individuelle ou, de venir, en transport en prenant, un abonnement par exemple annuel en fait. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui qu'il y a un besoin, heu, qui est exprimé de la part des collaborateurs pour avoir plus de flexibilité, dans ces différents choix. On avait ce choix binaire, hein, soit je prends mon abonnement annuel à transport en commun ou soit je viens au travail avec ma voiture individuelle. Aujourd'hui donc, il y a avec le forfait mobilité durable et là encore avec ALD Move, la carte de mobilité et puis l'application, on a une nouvelle possibilité qui est de dire, bah, voilà, on vous fournit un budget annuel et à partir de on vous fournit également une carte, hein, comme on pourrait fournir une carte, restaurant pour aller déjeuner le midi, et donc cette carte-là, vous allez pouvoir l'utiliser, pour, finalement, utiliser toutes les mobilités, autorisées qu'on voit ici à l'écran. Donc, prendre selon les périodes du transport en commun, du vélo, faire du covoiturage et cetera. Donc une solution beaucoup plus flexible et qui colle mieux finalement aux besoins du moment, où on voit qu'aujourd'hui même, ne serait-ce que si on prend l'exemple du transport en commun, le
le concept même d'abonnement annuel, finalement, il est de moins en moins intéressant pour les collaborateurs parce que finalement, ils viennent avec je dirais l'avènement du télétravail de moins en moins sur le site de l'entreprise et donc de plus en plus, ils vont switcher d'une consommation plutôt à l'unité en fait, hein. Alors du point de vue fiscal, l'entreprise donc a la possibilité de bénéficier d'une exonération de charges sur ce forfait mobilité durable, hein, si elle le met en place, à hauteur de jusqu'à 500 € par collaborateur par an et qui peut être porté à 600 € si ça vient se cumuler aussi avec un abonnement annuel en fait, hein. Donc voilà un petit peu pour les différents, avantages, sur tout ce qui est sujet nouvelle mobilité, que ça soit sur le véhicule électrique, le vélo ou, les notions de crédit mobilité et de forfait mobilité, durable. Alors en synthèse et peut-être avant de passer aux questions, donc un petit tour d'horizon, donc on l'a vu, le bonus, baisse à prévoir au 1er juillet et disparition de bonus donc pour les véhicules hybrides, rechargeables. Donc ça, c'est un point quand même à retenir. Heu, Durcissement toujours du malus et puis entrée en vigueur donc du malus au poids. Sur la TVS, l'ex-TVS, donc on a d'abord un changement de nom, hein. On va maintenant parler de nouvelles taxes à l'utilisation. Un nouveau format aussi dans la manière de la calculer, mais finalement, sur le fond, les barèmes restent inchangés par rapport à 2021. Sur tout ce qui est récupération de TVA sur l'énergie, on est arrivé donc, en 2022 à un alignement complet entre l'essence et puis le diesel. Sur les amortissements, non déductibles, bon, il n'y a pas de changement sur le barème. On est à l'identique par rapport, à 2021, mais, soulignons là encore l'avantage, hein, concernant les véhicules 100 % électriques, hein, qui bénéficient à la fois du plafond plus élevé et également, la possibilité de défalquer le coût de la batterie. Les avantages en nature, donc, on conserve le bénéfice encore jusqu'au 31 décembre, de l'abattement de 50 pour les véhicules, là aussi 100 électriques. Le coût de la recharge donc est évalué à 0 en matière d'avantages en nature. L'exonération de la taxe spéciale sur les assurances, là aussi c'est un élément qui est intéressant et puis comme on l'a vu sur la nouvelle mobilité donc, les différents avantages donc concernant à la fois le vélo, le FMD et puis le crédit, mobilité. L'idée là aussi, c'est de finalement progressivement de passer d'une notion de car policy, où on raisonnait, uniquement véhicule, où on raisonnait finalement, sur des notions de loyer ou de prix catalogue, vers vraiment une notion de TCO. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour, bien aborder le véhicule électrique et puis, de manière même plus générale, de switcher d'une notion de car policy à une notion de mobility policy et finalement, pour un même TCO ou TCM, hein, M pour mobilité, bah, finalement pouvoir inclure non pas uniquement un véhicule, mais tout un mix de mobilité. Ça peut être par exemple un véhicule, un vélo, et ou une carte de mobilité en fait. Alors on vous propose de passer à la rubrique questions, pour terminer ce webinaire. Donc je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Oui, effectivement, David. Donc, on a une première question de Madame Barbet qui demande: est-ce que le malus au poids est aussi appliqué sur les VU et les véhicules TPMR? Alors, sur les VU, non, Non, puisque les VU ne sont pas soumis au malus, à aucun des deux d'ailleurs. Quant aux véhicules TPMR, non plus je crois, ils sont exonérés, hein, ils à sont ma connaissance. Oui. exonérés, en tout cas au moins pour les Mmh. particuliers. Oui. Alors, alors monsieur ou madame Armstrong qui demande le calcul des avantages en nature hybride. Est-ce le prix du véhicule moins le prix de la batterie? À ma connaissance, non. Le prix Non, de la batterie ne se déduit que du montant du prix d'achat, pardon, pour les amortissements non déductibles, tout à pas fait. pour les avantages en nature. Est-ce que les pick-up sont toujours considérés comme des VU, même motorisés avec des V8? Alors non. Les pick-up simple cabine ou châssis cabine, oui.
Les pick-up double cabine 5 places sont considérés comme des VP. Ils sont soumis au malus, à part quelques exceptions qui sont à vérifier en fonction du PV des mines qui est émis par le constructeur. Mais sinon, le malus est applicable. Et malheureusement, comme ce sont des véhicules qui émettent beaucoup de CO2, on se retrouve avec un malus qui est très élevé. Et ils sont soumis aussi à la TVS et ils ne peuvent pas déduire la TVA en fait sur les loyers ni sur le carburant, ou en tout cas à hauteur des VP et pas à hauteur des VU. Ensuite, nous avons une personne qui demande si elle peut obtenir la présentation. Alors, oui, vous pouvez très bien vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux habituels pour obtenir cette présentation. Et vous avez la possibilité également de voir le replay de cette présentation qui sera disponible rapidement en cliquant sur le lien de votre invitation, en fait. Ensuite, qu'en est-il des véhicules roulant à l'éthanol? Alors, donc l'éthanol, c'est le 85. Donc, ces véhicules bénéficient d'un abattement de 40% sur le taux de CO2 avant calcul du malus. Hein, donc, c'est un abattement quand même assez intéressant. Et ils peuvent également bénéficier d'une exonération partielle sur la TVS, donc uniquement sur la taxe sur les polluants la taxe sur les émissions de CO2 et pas sur la taxe sur les polluants atmosphériques, à condition que ce soit un véhicule hybride E85 et électricité, et à condition que le taux d'émission de CO2 soit inférieur à 120 grammes pour un véhicule en norme WLTP. Oui, et je ne sais même pas s'il y a des véhicules qui correspondent à cette définition-là finalement, parce que des véhicules globalement super éthanol proposés par les constructeurs, il en existe quand même assez peu. On peut souligner les propositions qui sont faites par Ford. Et en éthanol hybride, il y a, je crois, uniquement le Ford Kuga, et je n'ai pas en tête le CO2, mais je pense qu'il est probablement au-dessus encore des 120 grammes. Donc je pense qu'il n'est pas. Donc, il n'était pas éligible à une Je pense qu'il exonération de n'y a pas TVS. d'avantage à. Voilà. Après, bon, l'éthanol, on a effectivement un coût à l'usage Du très carburant qui est intéressant et beaucoup très plus bien placé, faible. effectivement. Ouais. Alors, votre hypothèse pour le coup de l'électricité est-il vérifiée par l'usage réel concernant… Après, ouais. l'usage réel, il va vraiment dépendre de chaque situation, de chaque conducteur. Donc, c'est difficile. En tout cas, là, comme précisé, donc ce qui a été pris en compte, c'est de. Mais c'est vrai que ça concerne. Enfin, ça correspond finalement quand même à ce qu'on constate assez majoritairement. C'est 80% de charges qui sont effectuées, donc soit sur le site d'entreprise ou bien au domicile du collaborateur, avec donc un coût assez faible au kilowattheure. Et puis 20% de charges effectuées sur le réseau public, donc là avec un coût plus important. Donc là encore, et encore, même quand on dit charges publiques, on pourrait aller encore plus dans le détail en disant, en ayant une répartition finalement entre les charges, on va dire, classiques dans les villes, etc., et puis les charges sur autoroute, où là ça peut effectivement monter assez vite. Globalement, de toute façon, sur le véhicule 100% électrique, à mon sens, il faut considérer que confier un véhicule 100% électrique à un collaborateur n'a de sens que si, bien sûr, son usage, si le véhicule électrique va correspondre en termes notamment d'autonomie à son usage, et puis 2, si le collaborateur a vraiment un point d'accès à de la recharge au quotidien, que ce soit sur le site d'entreprise ou bien à son domicile, hein, via une borne de recharge, et ne dépendent donc pas uniquement des points de recharge publics. Hein. Donc en tout cas, là, dans l'hypothèse du calcul là, du TCO, c'était 80% de charges domicile ou entreprise, et puis 20% sur le domaine public en fait. Donc, pour le crédit mobilité, Alors, crédit oui. mobilité, donc, alors le crédit mobilité, en fait, il
c'est vrai qu'il n'a pas forcément de cadre aussi bien défini que ça ne l'est par exemple pour le forfait mobilité durable, hein. Le forfait mobilité durable donc a une définition très bien très précise au travers de la loi, hein, depuis la LOM. Ça n'est pas le cas du crédit mobilité. Pour autant, dans le cadre du crédit mobilité, c'est quand même quelque chose qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années. Les entreprises généralement, en tout cas une position la plus prudente, c'est de bien faire le split de manière à pouvoir justifier de chaque dépense entre les dépenses donc personnelles donc qui vont être concernées donc par l'avantage en nature et puis les déplacements professionnels donc qui ne seront pas concernés par l'avantage en nature. Donc c'est un peu une forme de réel, on va dire. Dès lors qu'on est capable de pouvoir justifier de tout ça, il y a finalement pas de souci vis-à-vis de l'URSSAF. Manuellement, c'est quelque chose qui était quand même assez compliqué de pouvoir gérer toutes ces questions-là. Aujourd'hui, maintenant, au travers de la carte de mobilité LD Move et puis de l'application, on va pouvoir finalement, le collaborateur va pouvoir finalement pour chaque type de dépense, je dirais ranger ses dépenses au bon endroit et à partir de là, appliquer pour l'entreprise la fiscalité qui va bien en fait. Donc finalement, aujourd'hui, les nouvelles solutions, et notamment le digital, nous permet de gérer ça de manière très transparente et en ayant tous les justificatifs à pouvoir présenter, donc notamment vis-à-vis de l'URSSAF en fait. Alors, les vélos achetés bénéficient-ils des réductions d'impôts? Oui. Donc les VO achetés bénéficient également, en fait les conditions, c'est donc mise à disposition de vélos à destination des collaborateurs pour effectuer leur trajet domicile-travail et soit donc format vélo acheté, soit format location longue durée de vélo, à la condition que ça soit un engagement sur au moins 36 mois en fait, hein. Et ça peut être d'ailleurs c'est vélo, mais c'est également équipement, hein, donc si vous investissez, je sais pas, dans un local ou un abri vélo, ça aussi c'est éligible à la réduction d'impôt de 25% en fait. Est-ce intéressant d'intégrer des véhicules GPL dans une flotte de véhicules de fonction? En fait, c'est un peu comme le E85, Mmh. on a c'est quelque chose qui peut s'étudier. Au sens où ça peut être une alternative pour des gros rouleurs, au diesel, mais avec quand même beaucoup de réserves quand même malgré tout, au sens où on est vraiment sur des niches. Donc on a, quand même très, très peu de modèles qui sont proposés par les constructeurs, en tout cas en première monte, sur du véhicule, GPL ou même, E85. Alors on peut citer effectivement Renault par exemple qui propose la Clio et puis le Captur en GPL. Donc ça peut être intéressant à étudier comme une alternative au diesel. Malgré tout, voilà, c'est la première limite, c'est quand même on a un choix extrêmement limité en termes de modèles possibles. Et puis, la deuxième limite, c'est qu'on n'a pas forcément des carburants qui sont distribués dans toutes les stations. Donc, c'est-à-dire même dans l'estimation, dans le prévisionnel de TCO, il ne faut pas considérer que 100% des pleins seront faits au GPL ou au superéthanol, mais partir d'une hypothèse. Par exemple, peut-être se dire que les collaborateurs seront en moyenne en mesure de faire le plein en superéthanol ou en GPL à hauteur, je ne sais pas, de 70% par exemple, ou là ça va déterminer. Et puis le reste sera effectivement sur de l'essence traditionnelle, parce qu'on a ces types de carburants sont distribués grosso modo dans un peu moins d'un tiers des stations. Donc on n'en retrouve pas non plus partout en fait, hein. Mmh. Ce qui est compliqué, effectivement. Alors, les vélos de prêt non électriques bénéficient-ils également des 25 de crédit d'impôt? Je crois que Alors, tu y as il y a pas répondu. oui, il y a pas de question électrique ou pas finalement dans les vélos, hein. C'est le même régime pour les 2 types de motorisation, on va dire. Donc, la condition, c'est simplement que ça puisse être utilisé pour les déplacements domicile-travail. Donc, dès lors que si vous mettez des vélos en partage, au sein de votre entreprise et que vous autorisez, à ce que les collaborateurs utilisent ces vélos également le soir pour, rentrer chez eux, donc pour effectuer un trajet domicile-travail, dans ce cas-là, c'est également éligible, en fait. Alors, je crois qu'on est arrivé. Ah non, que se passe-t-il si nous souhaitons passer nos véhicules essence en E85? Alors,
De manière générale, il y a effectivement, il y a un changement de carte grise du véhicule, mais surtout la précision qu'on peut apporter, c'est que aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas proposer, en tout cas dans un schéma de location longue durée. Les constructeurs aujourd'hui font sauter notamment la garantie du véhicule. Lorsqu'on va transformer le véhicule. Donc, si l'idée là ici est d'installer des kits superéthanol sur des flottes existantes, attention, donc ça n'est pas autorisé en tout cas en ce qui concerne les loueurs longue durée et les constructeurs. Ces derniers, donc effectivement, faisant sauter la garantie du véhicule. Donc là, l'idée, c'est plutôt de partir sur des véhicules qui sont d'origine équipés pour rouler au superéthanol. J'ai en tête notamment l'exemple de Ford là, qui propose, c'est une initiative assez intéressante, donc une bonne partie de sa gamme, donc que ça soit sur les Fiesta, des Puma, Focus, Kuga, et même en utilitaire le Connect est proposé en version superéthanol. Donc quand c'est d'origine, il n'y a aucun souci. Monter un kit après coup, non, ça aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. En tout cas, ça fait sauter la garantie du constructeur, et donc aujourd'hui, effectivement, que ce soit ALD ou même les autres loueurs n'acceptent pas que le véhicule soit transformé en fait. Est-ce qu'il suffit de poser un boîtier Oui, on peut effectivement, hein, beaucoup de particuliers le font en l'occurrence, effectivement, de poser des boîtiers sur des véhicules, mais généralement ils le font plutôt sur des véhicules déjà un peu kilométrés, un peu anciens en fait. Et qui ont perdu, qui sont au-delà de la période de garantie, exactement, en tout cas, pour éviter effectivement de perdre une garantie, parce que c'est quand même risqué. Voilà, mais je crois qu'on est arrivé au bout des questions, David. Très bien, bah écoute, non, effectivement, je crois qu'il m'en restait une, mais non. Je n'en vois plus. Un grand merci à vous, un grand merci Catherine. Merci à vous tous, pour ces merci précisions. David. Ah oui, non, je voulais juste peut-être quand même rappeler une chose, comme on l'a précisé, donc vous avez également le livre blanc. Catherine l'a indiqué, mais pour le retrouver facilement, donc sur le site ALD Automotive, donc vous avez le livre blanc sur la fiscalité 2022, qui est donc, alors vous allez avoir donc l'écran qui défile avec différents choix, et je crois que c'est le 3e ou 4e choix. Vous pouvez cliquer sur Je télécharge pour retrouver effectivement le livre blanc sur la fiscalité 2022 avec tous les barèmes, vraiment tout cela est très bien détaillé dans ce guide. Et puis pour ceux qui le souhaitent également, si vous êtes intéressé donc par le support de ce webinaire, donc il vous suffit par contre là de le demander auprès de votre interlocuteur commercial habituel, donc chez ALD. Donc voilà, pour avoir le support. Mais le guide, vous l'avez en ligne de toute façon. Merci Catherine. Merci David. Bonne journée à tous. Merci de votre participation. Une très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.